Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, Monsieur Abdourahmane Koïta, d'avoir bien voulu accepter de nous ouvrir vos portes ici à Bordeaux. Alors, notre question concerne tout de suite la fermeture de ce consulat général du Sénégal ici à Bordeaux. Qu'en est-il exactement de la fermeture de ce consulat ici à Bordeaux? Oui, bonjour Monsieur Camara. D'abord, vous remercier d'avoir fait le déplacement suite à la couverture médiatique que vous avez effectuée à Paris dans le cadre du Salon du Tourisme. Venir nous voir à Bordeaux pour échanger avec nous sur cette émission dont le nom c'est la diplomatie, effectivement sur le consul général du Sénégal à Bordeaux. Et vous remercier aussi parce que vous étiez là le jour de mon installation en 2016. Voilà, donc ça aussi, je tenais à vous remercier par rapport à l'intérêt que vous portez à tout ce que nous faisons. Remercier aussi les auditeurs, remercier surtout la communauté sénégalaise et remercier le président de la République qui m'a confié cette responsabilité par rapport à la représentation consulaire au niveau de cette juridiction. C'est important de dire aux Sénégalais qu'ils seront associés par rapport à les mesures qui vont être prises donc pour mieux les accompagner. En tout cas, ce qui est sûr et certain que le service consulaire va continuer. Et d'ailleurs, la preuve en est que jusqu'à présent, on continue à accompagner nos compatriotes vraiment dans la meilleure des manières. Vous l'avez dit. Est-ce que cette fermeture est due à la défaite du président Macky Sall lors de la dernière élection présidentielle de février dernier? Non, déjà je suis le consul général du Sénégal dans cette juridiction, donc dans l'esprit républicain, je ne pourrais pas parler de politique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à les compatriotes qui sont venus dans le cadre des manifestations. Sur le terrain politique, si on ramène nos mesures, nos politiques publiques, je pense que nous ne serons pas efficaces. Alors dans ce cas, pourquoi attendre après l'élection présidentielle pour procéder à cette fermeture? Alors ça a été toujours une volonté du président de rationaliser les services. Bon, c'est vrai que c'est après l'élection que les premières mesures ont commencé à être appliquées. Mais ça a toujours été une volonté du président de rationaliser les services. Et nous-mêmes, nous avons fait beaucoup de propositions dans ce sens-là, à rationaliser les services, parce que rationalisation, c'est surtout mettre en adéquation les besoins avec nos ressources. C'est vrai que le Sénégal est un pays qui s'est inscrit sur la trajectoire de l'émergence. Nous ne sommes pas encore un pays industrialisé, développé, au même titre que les pays du G7. Donc dans ce cadre-là, nous avons besoin d'optimiser nos ressources. Donc dans ce sens-là, il faut regarder par les services comment nous pouvons être efficaces dans l'efficience, dans la gestion de nos politiques publiques. Donc ça ne peut passer que par l'optimisation des ressources. Et ça, je pense qu'à la fin des réflexions qui sont en train d'être menées, c'est dans ce sens-là que nos compatriotes pourraient être mieux accompagnés par rapport à la volonté du président de la République. Mais ce qui est sûr, je demande encore aux compatriotes qui sont dans la juridiction et même ceux qui ne sont pas dans la juridiction d'être rassurés que le service consulaire continuera quelles que soient les décisions qui seront prises au niveau de la juridiction. Et ça, c'est important, comme je vous l'ai dit, cette proximité avec les compatriotes, ça a été, en fait, c'est une volonté du président de la République et c'est ce que nous essayons de d'appliquer sur le terrain au quotidien. Vous êtes là depuis le 26 mars 2016. 3 ans après, qu'est-ce qui a changé dans les démarches administratives des Sénégalais de votre juridiction? Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé avec un projet consulaire pour la juridiction, parce que moi je considère une juridiction comme un territoire et un territoire est un ensemble et où de manière scientifique un ensemble peut être défini par ses éléments. Donc les Sénégalais au niveau de cette juridiction
Pour moi, c'était une communauté et voir de telle sorte que comment, individuellement ou collectivement, nous pourrons accompagner ces compatriotes-là. Et la meilleure manière pour accompagner des individus ou des groupes d'individus, c'est surtout avec la démarche inclusive et participative. Donc la première des choses, la première chose qui a été faite, c'est surtout faire l'état des lieux, regarder, demander aux Sénégalais, expliquer le projet que je portais et surtout demander leur participation. Voilà, parce que c'est dans les deux sens que ça peut, nous pouvons avancer et surtout qu'on peut mieux les servir. Et dans ce sens-là, je tiens vraiment à remercier la communauté. C'est vrai qu'il y a depuis le mois d'avril 2016, ils m'ont accompagné. Et dans ce sens-là, comme je l'ai dit tantôt, la diplomatie a changé d'approche. Parce que si nous regardons, si on remonte un peu dans le temps, il y a 30 ans, 40 ans, nos compatriotes venaient en Europe, à l'extérieur, pour rechercher des ressources et pour faire vivre les familles. Bordeaux qui a une histoire avec le Sénégal. N'est-il pas important dans ce cas de retenir ce consulat pour les relations historiques qu'entretiennent le Sénégal et la ville de Bordeaux? Dans la réflexion, tous les paramètres sont importants. Les relations séculaires que vous soulignez sont importantes, ne serait-ce que si on regarde au niveau de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de tirailleurs sénégalais qui sont enterrés ici. Chaque année, le consulat organise la journée du 23 août à La Teste-de-Buch, une commune qui est à 60 km de Bordeaux, où il y a 940 tirailleurs sénégalais qui sont enterrés là-bas. Et chaque 11 novembre, on mobilise toute la communauté pour célébrer, rendre hommage à ces vibrants soldats et qui ont fait honneur non seulement à l'Afrique et surtout ils sont venus pour la liberté de la France. Et ça c'est important. D'ailleurs, dans nos relations avec les autorités locales, nous n'arrêtons pas de souligner l'importance de nos relations. Et je pense que le président en est conscient. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en France, il y a 4 consulats généraux. Dans le monde, on a 14 consulats. Et en France, donc la France étant une particularité dans nos relations avec l'extérieur. Donc c'est dans ce sens-là que pour mieux assister aussi nos compatriotes, parce qu'un service consulaire, il y a d'abord un volet administratif qui est important. Il ne faudrait pas que le Sénégalais se sente abandonné, isolé. Donc ça c'est important qu'il pense et qu'il se sent en fait comme s'il était au Sénégal. Donc il y a d'abord ce volet administratif qui est très important. Les passeports, la transcription des naissances, la transcription des mariages, les légalisations, donc les cartes consulaires. Voilà, donc tout le volet administratif. Au-delà de ce volet administratif, il y a aussi une protection, une assistance et un accompagnement dans la dimension sociale. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui viennent et qui ont des difficultés, qui ont besoin d'être assistés juridiquement, qu'on les accompagne au niveau sur le plan juridique et également aussi les relations avec les préfectures, les relations avec les universités, les relations avec le Crous pour les étudiants. Si on regarde par exemple, il y a beaucoup d'étudiants sénégalais qui sont au niveau de cette juridiction. D'ailleurs, les statistiques nous montrent que 22% des Sénégalais de la juridiction donc, viennent pour des études. Voilà, donc ça aussi, c'est ce qui veut dire que c'est important, d'autant plus qu'on est à la rentrée scolaire. Beaucoup d'étudiants viennent nous solliciter pour des logements ou des fois même, il y en a qui viennent pour des difficultés avec l'université. La preuve en est que l'année dernière, ils sont une dizaine qui ont eu des retards pour avoir le visa. Quand ils sont venus, ils sont arrivés hors délai et la scolarité a refusé leurs inscriptions. Et il a fallu que j'intervienne au niveau du président d'université pour que ces étudiants soient acceptés. Donc pour vous dire à quel point où un consulat général est important dans une localité pour accompagner nos compatriotes. Dans ce cas, est-ce que vous donnez raison à ce collectif qui s'appelle « Ne touche pas à mon consulat » puisqu'ils s'inquiètent aussi, est-ce qu'ils ne seront pas orphelins si toutefois ce consulat disparaissait? Ils ne seront pas privés de cet accompagnement. Je l'ai dit que quelles que soient les décisions finales qui seront prises, voilà, donc quelles que soient les décisions finales qui seront prises, le service consulaire continuera.
dans cette grande juridiction. Et d'ailleurs, dans le cadre de la modernisation de notre administration, nous avons intérêt à ce qu'on puisse accompagner chaque Sénégalais. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas terminé mon raisonnement, mais je disais qu'il y a 30-40 ans, l'émigré avait un profil en venant travailler, rechercher des fonds, des ressources et faire vivre la famille au pays. Maintenant, l'émigré a changé de profil parce que les Sénégalais que nous recevons au quotidien, la plupart viennent pour nous solliciter un accompagnement dans le cadre d'un projet économique. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, il y a beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'investisseurs sénégalais qui viennent nous voir pour mettre en place une activité économique au pays. Et ça, on ne le mesure pas, mais ça aussi, c'est important que notre diplomatie, nos services consulaires s'adaptent par rapport à cette nouvelle configuration. Et c'est ce qui est important d'ailleurs, que même en tant que diplomate, il faudrait qu'on change de profil et il faudrait qu'on essaie d'avoir cette variabilité de compétences, de profils dans le choix même de nos chefs de poste pour pouvoir mieux accompagner, prendre en compte, et d'autant plus que le président depuis 2013 a instruit les consuls généraux de faire cette dimension, d'intégrer cette dimension économique dans les affaires consulaires. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Nouvelle-Aquitaine est une grande région, la première région de France, avec beaucoup de potentialités, beaucoup d'investisseurs aussi. Étrangers viennent nous voir et on les oriente vers les directions générales, vers des agences ou vers des ministères. Et ça, je pense que cet aspect aussi mérite d'être souligné. Sans parler de la coopération décentralisée, il y a beaucoup de collectivités locales qui sont en relation, en partenariat avec les collectivités locales sénégalaises. Pas plus que trois semaines, j'étais à Limoges. Donc il y avait la ville de Limoges qui a organisé un sommet, un colloque sur le climat. Et il y avait une trentaine d'élus et des secrétaires municipaux qui ont fait le déplacement, sénégalais qui ont fait le déplacement. Bon, il y avait plusieurs délégations, la Côte d'Ivoire, le Comores, Madagascar. Et donc, pour vous dire à quel point où la coopération décentralisée aussi est une dimension importante dans le cadre du développement. Généralement, on oublie dans le processus de développement d'un pays l'apport de la diaspora. Bon, on voit... J'allais venir à cette question, parce que comme vous venez de le dire, c'est Sénégalais de l'extérieur qui s'organisent, oui, qui sont constitués en association. Alors, quel doit être le rôle et la place des Sénégalais de l'extérieur qui s'investissent pour le développement de leur localité? Quel doit être l'accompagnement des services consulaires auprès de ses compatriotes? Je pense qu'il faut d'abord les saluer à travers les associations villageoises, à travers nos ressortissants qui sont là, et souligner que l'apport de la diaspora, c'est 1100 milliards. C'est 2 fois plus que l'aide publique au développement, c'est 10% du PIB. Donc, ce qui est important à souligner. Et au-delà de ça, il participe en essayant de mettre en place pas mal d'actions dans le cadre des services sociaux de base. Bon, tels que les dispensaires, les forages, voire même par moment des écoles. Voilà, donc il y a beaucoup d'associations qui ont contribué dans ce sens-là, l'assainissement également. Donc ça aussi, c'est important de souligner cette dimension-là. Vraiment, je tenais à les saluer et surtout à les encourager dans ce sens-là. Parce qu'un État aussi, c'est un ensemble. Il ne faut pas tout attendre de l'État, hein, d'un gouvernement, bon, pour le développement d'un pays. Voilà. Doit être là pour mettre les bases. Tout à fait. Le gouvernement est là pour accompagner toutes les bonnes initiatives. Donc tout à l'heure, je l'ai souligné, l'apport de la diaspora. Si on regarde par exemple la diaspora asiatique, donc c'est un apport considérable au niveau du développement de ces pays-là. La diaspora africaine, c'est vrai que tous les pays ne sont pas au même niveau. Mais ce qui est important de souligner, c'est surtout comment nous pouvons accompagner au mieux
ces Sénégalais qui sont à l'extérieur, mais ça, on pourrait réussir dans l'action de manière efficace si, par exemple, nous-mêmes, en tant que représentation diplomatique et consulaire, nous intégrons cette dimension du développement économique. Et c'est pour cela que nous passons beaucoup de temps, en tout cas on s'évertue au quotidien, pour recevoir ces Sénégalais-là, les écouter. Et souvent, beaucoup viennent avec une idée, et généralement, quand ils partent avec un projet, parce que ça leur permet non seulement de mieux fixer ces idées-là et surtout de leur montrer la démarche, en fait, la démarche non seulement administrative, mais surtout tout le processus de montage de projet et surtout les bonnes portes. Voilà. Donc, parce que ça aussi c'est important. Au Sénégal, l'environnement des affaires s'est beaucoup amélioré. On peut créer une entreprise à l'espace d'une semaine. Et ça, c'est important aussi que les Sénégalais sachent que on ne peut pas ne pas contribuer au développement en se limitant que sur l'aspect tous les mois on envoie de l'argent. Bon, ça c'est important, ça permet de faire vivre les familles. Beaucoup de gouvernants se sont exprimés sur cette question. La Banque de la diaspora, comment faire pour mettre en place une structure qui permettra aux Sénégalais de l'extérieur d'investir au pays, de s'y retrouver, de participer à l'effort de développement du Sénégal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont été menées et qui continuent d'être menées. C'est important. Oui. Mais pour vous dire, pour revenir au président de la République, depuis 2011, dans son programme Yonu Yokute, il avait parlé de diaspora 15e région. Donc, pour dire que lui, il avait mesuré l'importance de la diaspora dans le processus de développement de nos pays. Et ça, je pense qu'il n'avait pas tort. Et il avait invité même les représentants de la diaspora, les associations, d'autres formes d'organisation, les mouvements, leurs contributions, les ONG, leurs contributions dans la définition de cette diaspora 15e région en termes de périmètre, mais surtout de contenu. Mais est-ce que cette 15e région n'est pas un échec puisqu'elle tarde toujours à voir le jour, cette région? Bon, je pense qu'on ne peut pas se donner d'horizon temporel par rapport à la mise en place de cette diaspora 15e région. Mais ce qui est important, c'est que la contribution de la diaspora, ça, dans les années à venir, ça ne peut que s'améliorer. Et ça, je pense qu'une organisation est nécessaire pour voir comment nous pouvons, tout à l'heure vous avez parlé de banque de la diaspora, aujourd'hui si je prends un exemple tout simple, pour envoyer de l'argent on passe par des structures comme Western Union, MoneyGram et tant d'autres, et d'ailleurs on a une floraison de petites structures donc qui prennent cette et qui sont souvent informelles même, il faut le dire. Et il y en a même qui sont informels. Et là, aujourd'hui, je pense que dans le cadre même de nos relations, que ce soit bilatérales ou multilatérales, il serait important, même dans le cadre de flux financiers, de mettre en place des structures qui auront pour retombée, qui peuvent financer des projets. Par exemple, ça, je pense que ça peut être une piste de réflexion en essayant de voir cette manne financière, 1100 milliards envoyés par la diaspora. Juste pour ce qui est déclaré. Vers le Sénégal, ce qui est déclaré. Donc, si on regarde par rapport à ça, le fait de mettre en place une structure, une banque, bon, sauf que ce n'est pas à l'État de gérer ça, parce que l'État ne peut pas gérer une telle structure. Par contre, l'État peut accompagner, si par exemple, ça peut être une initiative privée qui peut être accompagnée, qui aura l'accompagnement de l'État pour non seulement la garantie et surtout mobiliser les compatriotes à surtout utiliser une telle plateforme. Voilà, moi ce que je peux dire dans ce sens-là, c'est que il faudrait aussi que les Sénégalais de l'extérieur eux-mêmes arrivent à faire des propositions dans ce sens-là
et qu'on trouve des cadres de concertation, de réflexion. Il y a des associations, hein, des organisations comme le FONGAD et tant d'autres qui font des séminaires de réflexion, de cadres d'échange sur ces questions essentielles. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il faudrait travailler avec les autorités pour voir comment nous pouvons fixer au moins les bases des structures qui sont de cette nature. Y a-t-il une question de confiance qui se pose entre le Sénégalais de l'extérieur, l'État ou nos gouvernants qui sont restés sur place? Les relations de confiance devraient exister. Donc, et aussi, au-delà entre les citoyens, il faudrait aussi, c'est à nous de renforcer nos institutions par la confiance que vous avez soulignée tout à l'heure. Donc c'est à nous de renforcer nos institutions. Et la meilleure manière de renforcer nos institutions, c'est d'abord commencer par les respecter. Et aussi, surtout, tout ce qu'on fait, il faudrait que ça soit dans le cadre de la démarche participative et inclusive. Et parce que nous allons vers un monde où c'est à travers cet outil, c'est à travers cette approche inclusive et participative où nous pourrons relever pas mal de défis. Parce qu'un État comme par exemple des États africains, un État comme le Sénégal, où certes on s'est inscrit sur la trajectoire de l'émergence, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ça, je pense que cette confiance que vous soulignez devrait exister. C'est pour cela que moi, quand je suis arrivé ici dans cette juridiction, la première des choses aussi, c'est surtout de créer ces relations de confiance entre l'autorité consulaire et les compatriotes. Donc j'ai fait une série de visites à travers toute la région. Je ne peux pas compter. À Limoges, j'ai été en 3 ans d'exercice de la fonction. J'ai été plus d'une vingtaine de fois. Tout à l'heure, j'ai souligné que j'étais là-bas il y a 3 semaines. Donc cette relation de confiance, c'est à l'autorité aussi de rassurer. Parce que c'est vrai, dans l'imaginaire collectif du Sénégalais, les services consulaires ou nos représentations diplomatiques ne servent pas à grand-chose. C'est qui est une erreur. Bon, d'ailleurs, il faudrait qu'on change de perception. Le Sénégalais connaît souvent le chemin de la mairie ou de la préfecture que le chemin du consulat. Qu'est-ce qui serait dès lors à l'origine de cette distance? Car chaque Sénégalais de l'extérieur est censé quand même disposer d'une carte consulaire. Tout à fait. Justement, dans ce sens-là, moi, quand je suis arrivé, j'ai lancé cette opération. Mes prédécesseurs et beaucoup tous les services font les cartes consulaires. J'ai fait une campagne de sensibilisation et d'information sur l'outil carte consulaire, parce que c'est le lien entre l'administration et les administrés. Mais malheureusement, beaucoup de nos compatriotes encore ignorent l'existence de la carte consulaire, et ça, quelque part, nous avons une part de responsabilité, mais quelque part aussi, beaucoup ne trouvent pas l'importance en fait d'un service consulaire dans une juridiction, alors que le service consulaire est essentiel. Tout à l'heure, j'ai souligné la dimension administrative. Il y a également cette dimension sociale, protection, représentation. Voilà, donc tout ça c'est important. Mais là où il faut vraiment qu'on arrive à renforcer les relations, c'est surtout dans l'établissement de cette carte consulaire. Et comment arrivez-vous à recenser les Sénégalais qui vivent dans votre juridiction si ces derniers ne viennent pas s'inscrire dans la carte? Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'ils viennent vers nous. C'est pour cela que nous avons vraiment initié en essayant d'aller vers les Sénégalais. Donc on a fait beaucoup de déplacements. Donc c'est une grande juridiction. Nous avons fait beaucoup de déplacements. Et ça, à travers nos déplacements, ça a été une occasion d'informer, de sensibiliser sur l'utilité d'une carte consulaire. Parce que comme tout à l'heure je l'ai dit, pour moi, je considère la juridiction comme un ensemble. Il faudrait que les Sénégalais non seulement se retrouvent dans cet ensemble, mais qu'ils soient reliés, connectés. Parce que c'est ensemble qu'on peut vraiment essayer de mobiliser
et surtout permettre de trouver, de relier les gens pour que les gens puissent travailler ensemble. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de campagnes qui ont été effectuées. On a recensé pas mal. Bon, mais le problème en est qu'aujourd'hui, il faut continuer dans cette information et cette sensibilisation à travers l'outil consulaire, parce que ça nous permettra d'avoir un certain nombre d'éléments. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire des statistiques, parce qu'on ne peut pas gérer les populations, on ne peut pas être efficace dans l'exécution de nos politiques publiques sans pour autant connaître nos juridictions. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir cette cartographie des Sénégalais sur la juridiction, c'est hyper important pour nous d'avoir ces profils, la sociologie de la communauté. Est-ce que vous avez été impliqué dans le sommet de Biarritz, où les pays du G7 ont invité quand même certains pays du G5 Sahel, tels que le président Macky Sall? Quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de cette rencontre entre ces pays du G5 et Emmanuel Macron? Oui, bon, d'abord, ce qu'il faut souligner, il y a la voie diplomatique et la voie consulaire. Le consul général s'occupe des Sénégalais dans sa juridiction et les relations avec les autorités locales. La voie diplomatique, l'ambassadeur, c'est lui qui accompagne le président dans ses déplacements. Donc, au niveau donc, en l'occurrence à Biarritz, c'est l'ambassade qui a organisé le déplacement du président. Et par rapport à ça, c'est aussi un honneur, parce qu'au niveau du G7, les 7 pays les plus industrialisés dans le monde se réunissent en France à Biarritz, et on invite quelques présidents africains, et parmi ces présidents, donc il y a eu le président Macky Sall, et ça aussi c'est un honneur au Sénégal d'être invité et de faire partie des décideurs donc au niveau de cette localité. Donc c'est important pour nous en tant que Sénégalais, et on se réjouit de cela, et ça s'est très bien passé parce que ça portait sur plusieurs axes, dont le climat et les aspects sécuritaires. Et vous savez très bien qu'en Afrique, la sécurité est devenue un défi, plutôt l'insécurité est devenue un défi à relever. Et si nous regardons sur le Sahel, où nos pays, les pays qui sont frontaliers au Sénégal, beaucoup de pays ont beaucoup de difficultés. Et c'est important de prendre vraiment ce travail de manière collégiale, et surtout en essayant de mutualiser les forces pour pouvoir arriver à sécuriser toute une zone, parce qu'il n'y aura pas de développement sans la sécurité, et il n'y aura pas de sécurité sans le développement. Donc on est dans un circuit qui nécessite vraiment la participation des uns et des autres. Voilà, et sur les aspects sécuritaires, je pense que le Sénégal joue un rôle important, éminemment important au niveau de la sous-région. Non seulement on est grand contributeur au niveau des effectifs de maintien de paix dans le monde, au niveau de l'ONU, et en dehors de ça, au niveau de la sous-région. Donc notre place aussi, ne serait-ce que si on regarde dans le cadre de la formation, parce que l'armée sénégalaise est une armée d'excellence, avec beaucoup de professionnalisme, et ce qui se fait au niveau de la sous-région, c'est la même chose aussi si on regarde dans d'autres localités en Afrique où la participation du Sénégal est à souligner. Donc ça c'est important aussi. On profite de cette tribune pour parler un peu de ce sommet du G7. Dans ce cas, quelle analyse faites-vous des conclusions qui sont issues de ce sommet du G7? Je vous remercie pour la pertinence de cette question, parce que l'environnement, le climat est devenu un défi mondial. Aucun pays ne peut relever ce défi à son échelle. Donc à l'échelle même continentale, on ne peut pas. Donc il faudrait aussi que, d'autant plus que les conséquences sont globales, et les mesures, en fait les solutions proposées aussi devraient être des solutions globales. Et c'est la meilleure manière pour qu'on puisse trouver une solution efficace à cette situation. D'autant plus que si on regarde le plan climat, l'Afrique fait partie. En fait, l'Afrique n'a que 2% de part
de pollution dans le monde, si on regarde. Et pourtant, la majeure partie des conséquences, donc c'est surtout les pays africains qui subissent la plupart des conséquences de ce phénomène, ce dérèglement climatique. Et donc dans le sommet, lors du sommet G7, c'est vrai que c'était inscrit, hein, donc je ne sais pas si c'était le deuxième ou le troisième point, et c'était important aussi pour les chefs d'État, les grands décideurs de ce monde, de réfléchir sur un sujet éminemment important. Et d'autant plus que l'avenir même de l'humanité est menacé. Tout à l'heure, vous l'avez souligné, l'Amazonie, hein, donc a été au cœur des discussions, mais je l'ai dit tantôt aussi, l'Afrique subit beaucoup de conséquences de dérèglement climatique. Si on regarde même, il n'y a plus de saison. La saison des pluies avant, par le passé, commençait au mois de juin. Maintenant, on parlait jusqu'au mois d'août. Il n'y a pas de pluie. Les sécheresses par là. Les inondations donc, si on regarde ça aussi. Donc, ce qui fait que c'est important aujourd'hui de poser ces problèmes-là et surtout d'apporter des solutions et surtout de manière globale. Et par rapport à ça, donc, nous, chaque individu, chaque responsable administratif doit être aussi un vecteur non seulement de communication, mais surtout de propositions et surtout d'application des décisions qui sont prises. Et dans ce sens-là, il y a... Est-ce que c'est aussi facile pour le pauvre Africain qui pense plutôt à son pain quotidien de s'occuper de l'environnement, du climat? Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'en termes de priorité, on a tendance à oublier l'écologie, l'environnement. Et pourtant, dans toutes nos politiques publiques, je pense que on devait intégrer la dimension écologique et la dimension de l'environnement. Parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que si on ne fait rien, en 2060, il y a beaucoup de régions qui vont disparaître en Afrique et les gens vont vivre dans des côtes. Et l'exode rural, c'était pour des raisons économiques. Maintenant, l'exode rural, c'est pour des raisons climatiques. Donc ça, je pense aussi que tel que nos politiques publiques sont définies, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. C'est pour cela que moi j'ai vraiment apprécié cette dimension de pôle territoire dans la politique, dans la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, dans sa vision du Sénégal émergent. Donc il y a les pôles territoires. Le Sénégal, c'est pas Dakar. Dakar, c'est pas le Sénégal. Et il faudrait aussi que dans toutes les régions, qu'on prenne quelles sont les ressources disponibles et tout ce qu'on fera comme politique publique, que ces politiques publiques soient calquées sur ces ressources-là et que surtout qu'on essaie de mettre aussi en avant tout ce qui est contenu local. Parce que c'est la meilleure manière de l'intégration locale, c'est la meilleure manière au fait pour qu'on puisse non seulement accompagner le développement social et solidaire et surtout aller vers l'autonomisation de ces populations-là. Et pour revenir sur les questions climatiques, donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique, il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes environnementaux, il y a les régions côtières, il y a des tempêtes, des inondations par-ci, des sécheresses par-là. Donc il faut arriver, bon, je salue aussi la mise en place de cette politique de reforestation. D'ailleurs, il y a une agence qui a été créée par le président où c'est notre compatriote, l'ancien ministre Ali Haïdar, donc qui gère cette agence. Et d'ailleurs, il y a un mois, il était venu à Bordeaux pour participer à un grand événement sur l'environnement pendant une semaine qu'on appelle Climax et où les gens sont venus un peu partout, les gens d'Amazonie, les autochtones, les peuples autochtones qui sont venus pour dire les difficultés que ces peuples sont en train de traverser avec la disparition d'une partie de la forêt d'Amazonie qui est considérée comme le poumon économique du monde. Voilà, donc ça c'est important aussi que nous, Africains, que nous puissions intégrer dans toutes nos politiques publiques la dimension environnementale. Il ne faut pas que ça soit un ajout, mais que ça soit même que la réflexion soit autour de ça. Avec l'incarnation de l'énergie propre, le Sénégal découvre du gaz et du pétrole. Est-ce que
des directives venues des Nations Unies peuvent plomber les retombées économiques qui pourraient être issues de ce gaz et du pétrole sénégalais? Oui, c'est vrai que c'est important aussi de souligner cette dimension parce qu'on parle d'énergie propre, les énergies renouvelables. C'est vrai que l'énergie fossile a joué son rôle et puis comme les ressources sont finies, à un moment donné, il faut trouver d'autres ressources. Et il y a des ressources qui sont là, qui sont infinies, comme le solaire, par exemple l'apport du soleil. Comment est-ce que vous avez vécu la probable hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers vivant en France, vu que votre juridiction compte aussi beaucoup d'étudiants sénégalais? C'est vrai que depuis l'année dernière, quand cette mesure a été prise par les autorités françaises, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus nous voir. D'ailleurs, même ici, dans mon bureau, j'ai reçu le directeur de Campus France, qui était accompagné du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, pour discuter de ces questions-là. Bon, beaucoup d'étudiants montrent leurs inquiétudes par rapport à la hausse de ces frais d'inscription. Bon, ce qui nous rassurait à l'époque, d'ailleurs l'ambassadeur de France à Dakar, au Sénégal, avait rassuré les étudiants, Christophe Bugo, donc avait rassuré les étudiants sénégalais qu'il y ait eu une exonération, au moins pour cette année. Voilà, donc ça a rassuré beaucoup d'étudiants. Bon, mais depuis la rentrée, on s'est rendu compte que la mesure n'est pas encore appliquée. Bon, ce qui pose encore beaucoup de difficultés à nos étudiants. Bon, cela nous interpelle à plusieurs niveaux. Parce que c'est vrai que nos étudiants devraient sortir de nos pays pour aller à l'étranger, se former. C'est important, mais il faut aussi que nous renforçons le niveau de formation à l'intérieur de nos pays. Parce que la question ne se poserait pas si la plupart des étudiants sénégalais se formaient au Sénégal. D'autant plus que maintenant, il y a des services que nous avons développés, parce que la difficulté qu'on avait par le passé, il n'y avait qu'une seule université, l'université Cheikh Anta Diop. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs universités. Le gap est encore important, parce qu'on ne peut pas, il y a beaucoup de localités au Sénégal, voire même des régions où il n'y a pas d'université. Et aujourd'hui, avec l'université virtuelle, qui est pour moi un outil, un dispositif intéressant et pertinent pour pouvoir résorber un peu le gap. Oui, même s'il y a des manquements soulignés par les étudiants par rapport à l'université virtuelle du Sénégal. Voilà, c'est ça. Mais il faut aussi qu'on laisse le temps au temps, comme on le dit, sans faire de pléonasme. L'université virtuelle n'existe que depuis 2014. D'ailleurs, en 2014, ils étaient à 3 000 étudiants et en 2018, ils sont passés à 30 000 étudiants. Ils ont été victimes au fait de leur succès. Ils ont l'inconvénient de l'avantage. Donc ça, c'est important aussi. Qu'on leur laisse le temps et surtout qu'on les accompagne. Et ça, je pense que c'est la meilleure manière pour qu'on puisse résorber le gap. Mais pour revenir à nos étudiants, il faudrait qu'on trouve vraiment une vraie politique vers les étudiants. C'est-à-dire on peut s'inscrire dans un cadre où le Sénégal se dit dans 5 ans, j'ai besoin de 5 000 ingénieurs dans des secteurs différents. Et dans chaque secteur, on va chercher en fait, dans les lycées, les étudiants qui peuvent remplir cela, avant même de les envoyer à l'extérieur. Donc ils savent qu'ils sont programmés pour aller à l'extérieur se former pour 5 ans et ils reviennent. Donc il faudrait qu'on s'inscrive dans ces politiques de boucle fermées, parce que sinon, si c'est l'étudiant lui-même qui prend l'initiative d'aller à l'étranger, se former, demain il se forme, il ne veut plus revenir au Sénégal, donc c'est un manque à gagner, c'est une perte pour le Sénégal. Donc la fuite des cerveaux, on en parle. Ceux qui sont partis, qui ne reviennent jamais. Bon, donc alors que si on regarde dans le monde, la plupart du temps, les Sénégalais sont dans des grandes entreprises, dans des grands laboratoires, dans des grandes universités, et ils occupent souvent les plus hautes fonctions, donc dans ces structures-là. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on revoie, qu'on essaie de voir comment accompagner, parce qu'être étudiant aussi à l'étranger, c'est très compliqué, c'est très difficile. Nous les côtoyons au quotidien. Ils viennent souvent avec leurs problèmes de logement, d'inscription. Des fois même certains n'ont pas les frais d'inscription, donc et ils ont des problèmes au niveau de la préfecture. Beaucoup finissent les études, ils ont la peur de rentrer.
Et ça aussi, c'est important de le souligner. Donc, on reçoit beaucoup et on les encourage de rentrer. Parce que le pays est en développement et le pays ne peut compter que sur ses fils. Parce que le développement est encore endogène, comme on l'a dit tantôt. Donc, c'est pour cela qu'il faut encourager le retour des étudiants. Beaucoup ne connaissent pas les mécanismes qui ont été mis en place non seulement par l'État du Sénégal, et puis en même temps aussi par nos partenaires. Parce que la France accompagne aussi beaucoup d'étudiants dans le cadre du retour. Et ça aussi, il faudrait que les étudiants passent par les consulats pour qu'on puisse les informer sur ces questions-là. Alors, merci à Abdourahmane Koita, consul général du Sénégal à Bordeaux. Merci d'avoir bien voulu nous ouvrir vos portes. Un dernier mot peut-être? Alors, le dernier mot, c'est d'abord vous remercier, m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et sur des sujets aussi essentiels. On a parlé de pas mal de sujets. La diplomatie couvre presque tous les domaines. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il ne faut pas qu'on s'inscrit dans le fatalisme. Nos pays peuvent se développer, le Sénégal peut se développer. Il y a le président de la République qui a mis en place un plan de développement et qu'aujourd'hui, chaque Sénégalais doit s'inscrire dans le cadre de ce développement-là. Et surtout qu'on croit en nous-mêmes, comme on le dit en Wolof, parce que c'est la meilleure manière pour qu'on puisse développer nos pays. Et par rapport à ça, ne pas oublier aussi que la diaspora apporte. Et la diaspora doit beaucoup contribuer dans les processus de développement et que chaque Sénégalais à l'extérieur se considère comme le président Senghor le disait, ambassadeur, mais en dehors de ça comme un acteur du développement et qu'on pense à mettre en place des structures, des activités économiques qui permettent de créer des revenus et c'est la meilleure manière pour qu'on puisse rendre nos populations de manière autonome. Et qu'on s'inscrit aussi, l'économie libérale classique a montré ses limites et qu'on s'inscrit sur des projets de développement solidaire et social et solidaire. Je pense que c'est la nouvelle alternative à l'économie de marché qui a montré ses limites et qu'on sort un peu de ce grand développement et qu'on aille vers la terre parce que la terre est toujours nourricière. Et ça, je pense que dans ce sens-là, nos politiques publiques devraient prendre en charge toutes ces questions-là. Donc, remercier surtout la communauté sénégalaise de la juridiction parce qu'aujourd'hui, si je suis arrivé à faire l'ensemble des actions au niveau de cette juridiction, c'est qu'il y a eu un accompagnement et surtout il y a eu une relation de confiance qui a été mise en place et c'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'il faut continuer à renforcer cette relation de confiance. Il faut continuer à accompagner nos compatriotes dans leur quotidien et ça c'est ce qui a été le rôle du consulat général du Sénégal à Bordeaux et ça je pense que la diplomatie étant le rôle du chef de l'État, nous l'aidons, nous l'accompagnons dans ce cadre-là à prendre les meilleures décisions pour qu'on puisse mieux accompagner nos compatriotes là où ils peuvent être sur la planète. En vous remerciant encore une fois de plus de m'avoir donné l'opportunité. Merci beaucoup. C'était tout, chers téléspectateurs, pour votre émission Diplomatie d'aujourd'hui qui a fait le déplacement à Bordeaux à la rencontre de Abdourahmane Koita. Il est le consul général du Sénégal ici à Bordeaux. Merci Abdourahmane Koita d'avoir bien voulu nous ouvrir ses portes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Diplomatie vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt.